On a donc avec nous Vincent Dumez et Alexandre Berquès pour réfléchir ensemble sur comment on peut vraiment maintenir le cap en lien avec le partenariat de soins en situation de crise. Cette idée m'est venue à la lecture d'un texte que Alexandre avait publié sur son blog le 18 mars, où il mettait en évidence le fait qu'il était important de faire en sorte que la démocratie soit bien présente dans une situation comme celle-là. Il mettait en évidence aussi le fait que les personnes infectées qui avaient une expérience avec le Covid devaient absolument être mobilisées pour réfléchir sur la gestion organisationnelle et aussi évidemment clinique. Et ensuite, il y a eu aussi un texte qui est paru donc, dans Le Devoir au Québec, là le 28 mars, qui évidemment aussi reprenait la crainte de voir la démocratie aussi en quarantaine. Donc là, je me suis dit, mais c'est vraiment un sujet hot, là, il faut vraiment faire très, très, très attention. Et simultanément à ça, le Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public, grâce au très fort leadership de Vincent Dumez, a été sollicité sur beaucoup de sujets concernant le Covid-19. Donc je me suis dit, c'est vraiment une très belle occasion, en tous les cas, de vous tenir informés et pour vous donner aussi des idées dans vos établissements pour pouvoir avancer. Donc, je voudrais remercier infiniment aussi Cécile, donc Vialaron, Louise Normandin, Myriam, Annie, enfin bon bref, qui ont fait en sorte que ça puisse se faire. C'était vraiment compliqué d'organiser tout ça. Donc, je leur dis un grand, grand, grand merci. Je voudrais vous remercier tous en ligne aussi parce que vous avez vraiment manifesté un enthousiasme débordant pour pouvoir suivre ce webinaire. Donc, c'est excessivement apprécié. Donc, mes deux invités, ils sont assez exceptionnels. J'en suis excessivement fière de pouvoir les avoir avec nous aujourd'hui. Vincent, bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est de plus en plus rare, mais bon, juste pour vous dire qu'il est donc titulaire d'un baccalauréat en finance et d'une maîtrise en sciences de la gestion des HEC Montréal. Il est atteint de 3 maladies chroniques depuis plusieurs décennies. Il est donc tout le temps en contact avec le service de santé. Il est vraiment le grand promoteur donc, du concept de patient partenaire qu'il a développé en particulier donc, dans le cadre de son implication à la faculté de médecine de l'Université de Montréal, où il a co-dirigé avec Philippe Carazivan la direction collaboration et partenariat patient depuis maintenant 2010 et qu'il continue à co-diriger. Depuis septembre 2015, il est aussi co-responsable avec Antoine Boivin de la stratégie en partenariat avec les patients de l'unité soutien, qui cherche vraiment à faire en sorte que la recherche prenne en considération les patients de la question de recherche jusqu'à la diffusion. Vincent Dumez aussi collabore à différentes institutions, que ce soit le ministère de la Santé, les instituts de recherche en santé du Canada, l'Agrément Canada, la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé, puis je dois en oublier. Mais il vient surtout d'être nommé il y a juste quelques heures sur donc, le comité. Il vient d'être nommé co-directeur du réseau québécois Covid avec Nathalie Granvaux du centre de recherche du CHUM et François Lamontagne du centre de recherche du CHU de Sherbrooke. Et ce réseau donc, a été mis en place parce qu'il y a déjà beaucoup de projets. Il y a 150 projets qui ont été soumis au FRQ depuis l'éclosion donc, du Covid au Québec. Et il y a vraiment la nécessité donc, de coordonner les efforts de recherche pour les prioriser et s'assurer évidemment qu'on répond aux besoins actuels. Alexandre Berquès donc, est philosophe de formation. Il travaille depuis 1 an en France au CAPS Bretagne. Il contribue aussi à la création du pôle européen du CEPPP. Il est sollicité comme expert du partenariat usager professionnel auprès de la Haute Autorité en Santé en France. Il a été donc chef de projet de la réforme du programme de médecine de l'Université de Montréal entre 2010 et 2012 et comme conseiller stratégique donc, au centre d'excellence et au centre de recherche du CHUM où il accompagne et a accompagné de nombreux établissements pour leur changement de culture sur les pratiques de partenariat. Il est également professeur donc, à Dauphine, à Paris, et à l'École des hautes études en santé publique, donc à Rennes. Et comme il dit, il aime à parler de ce dont les autres n'osent pas parler, parce que c'est en discutant des limites que nous construisons et habitons l'espace du politique. Donc, écoutez, je veux vous dire que la présentation va être enregistrée sur YouTube et voilà, donc là aussi, on vous redonnera ça, mais il y a eu des publications intéressantes qui ont été faites récemment. Mais voilà, je vais laisser la parole à Alexandre et peut-être Vincent pour dire bonjour. Et puis ensuite, c'est Alexandre qui continuera. Bonjour à tous, très heureux d'être là et à tout à l'heure.
Alexandre, 195 personnes en ligne. Alexandre, la balle est dans ton camp. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Marie-Pascale, Cécile, Louise et Myriam. Je vous remercie d'ouvrir cet espace de partage pour être capable aussi d'avoir des retours d'expérience sur ce qui se passe dans d'autres pays comme la France actuellement, et notamment mais avec des capacités de comparaison entre ce qui s'est passé, la manière dont on conçoit le partenariat en France et au Québec. Donc, comme Marie-Pascale l'a dit, moi j'ai passé 12 ans au Québec et je suis revenu en France à l'été dernier. Donc, j'ai eu l'habitude de travailler sur les questions de partenariat, que ce soit dans la faculté de médecine, les établissements, etc. Je remercie ma blonde aussi, qui est en train de s'occuper de nos 3 jeunes enfants pendant ce temps-là, pour que je sois capable de partager ça avec vous. Marie-Pascale aussi, Cécile, Louise et Myriam, je vous dis juste pour la partie technique, n'hésitez pas à m'interrompre, etc. Si vous voyez que ça saccade pour le son ou l'image ou quoi que ce soit, je m'ajusterai en fonction. Donc, je vais vous présenter. Donc, on a à peu près 15 minutes chacun avec Vincent pour vous présenter ça. Je vais vous parler à partir des expériences surtout que j'ai eues en France et que j'ai actuellement en France dans le contexte épidémique, où il y a quelques jours, voire un peu plus d'une semaine de décalage entre ce qui se passe au Québec en termes d'infection, d'ajustement des soins, etc. Et donc, c'est à partir de mon expérience au CAPS Bretagne, qui s'intéresse à l'amélioration des pratiques professionnelles en santé, et qui a 2 communautés de pratiques avec des patients et au sens large des usagers partenaires et des professionnels qui actuellement sont mobilisés justement pour voir comment réorganiser les soins dans ce contexte-là. Donc, je vous propose, moi, ma contribution à moi par rapport à Vincent, ça sera peut-être pas de la même nature. Moi, je vous propose surtout une grille d'analyse et une grille de lecture de cet enjeu-là, des manières dont on pourrait penser l'implication de certaines personnes qui ne le sont peut-être pas nécessairement encore. Et Vincent va certainement vous présenter beaucoup des initiatives sur lesquelles le Centre d'excellence est mobilisé actuellement et qu'il a l'occasion de voir à travers la veille qu'il fait actuellement. Donc, un des constats de départ que je voulais vous partager, c'est que vraiment, quand on est en période de crise, comme en ce moment, on a vraiment il y a l'incertitude de manière générale qui augmente, on a un sentiment d'urgence qui augmente, et donc de ce fait-là, on a, comme souvent, un retour sur les rôles centraux des gens qui nous paraissent être les gens les plus fiables, ceux qui sont moins pris par cette incertitude-là. Et dans le milieu de la santé, souvent, dans cette période-là, on va se tourner vers les médecins. On a l'impression qu'eux, ils sont moins pris par l'incertitude et qu'ils vont donner des réponses à ce qu'on ne sait pas. Alors que, comme beaucoup l'ont dit sur le questionnaire auquel vous avez répondu, il y a beaucoup de professionnels qui ne sont pas préparés nécessairement à ce qu'on est en train de vivre et qui n'ont pas forcément de réflexes ou de connaissances plus avancées que d'autres acteurs du système de la santé ou d'autres citoyens. Donc, ça, c'est un des premiers aspects. Donc, on va se retourner vers des sources de certitude, dont le rôle, par exemple, du médecin dans le cas des soins. Et on retrouve aussi, dans ce contexte d'urgence-là, souvent des décisions plus verticales, parce qu'il faut qu'on agisse vite, il faut qu'on prenne des décisions rapidement, parce qu'on est dans un principe de précaution. Et que de ce fait-là, on n'a pas le temps de consulter les autres, on a moins le temps d'appliquer les patients ou les usagers, ou même d'autres professionnels qu'on a l'habitude d'impliquer, mais que dans ces conditions-là, ça a l'air plus compliqué en tout cas. Et que de ce fait-là, c'est sûr que ce n'est pas les meilleures conditions pour faire du partenariat. On sait que ce n'est pas la période la plus efficace pour ça, mais en tout cas, c'est l'impression qu'on a, et c'est aussi une réalité. Je ne vais pas mentir là-dessus. Sauf que moi, ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est d'essayer de voir ensemble quand même quel type de personnes actuellement ont des expériences de soins, soit passées, soit pendant la crise, qu'on pourrait quand même mobiliser d'une manière ou d'une autre pour être plus efficace en termes de santé publique, même être plus efficace du point de vue médical et du point de vue politique au sens large. Donc, je vais vous proposer, la première chose, c'est 4 catégories de personnes qui me paraissent pour moi importantes à mobiliser, à la fois pour des raisons de santé publique, des raisons médicales et des raisons politiques. Les premières personnes qui sont potentiellement, enfin que je considère pertinentes à mobiliser, c'est les personnes qui ont une expérience avec le Covid-19. C'est-à-dire que ce soit celles qui sont actuellement chez elles, à domicile, qui ne sont pas hospitalisées, mais qui sont soit testées comme positives, soit dont les symptômes laissent à penser qu'elles sont contaminées par le Covid. Ces personnes-là, elles sont quand même, elles gèrent ça chez elles de manière seule, elles ont des difficultés à joindre des numéros d'urgence, elles ont peu ou pas d'aide médicale, et pourtant leur maladie évolue, ils ne savent pas si c'est le moment d'aller à l'hôpital ou pas. Et dans certains cas, il faut aussi qu'ils gèrent les relations avec les proches, avec leurs propres enfants, s'ils ont des enfants en bas âge, s'ils ont des personnes malades chez eux, etc. Donc, on a quand même déjà des personnes qui actuellement sont atteintes du Covid-19, qui sont chez elles et qui gèrent de manière relativement seule cette situation-là.
Il y a aussi dans ces personnes-là certaines qui sont soignées à l'hôpital et qui en sont sorties, qui sont rétablies. Et je regardais les chiffres juste avant la rencontre, on a 218 000 personnes dans le monde qui sont rétablies du Covid, dont plus de 30 000 qui sont passées par l'hôpital. Donc on a quand même encore un bassin de personnes qui ont reçu des soins associés au Covid, qui ont une expérience de soins associés au Covid et qui sont dans un état de santé qu'on considère rétabli, donc peut-être en mesure de contribuer d'une certaine manière et de nous partager des choses importantes. Mais ça inclut aussi également les proches et les aidants qui, eux, ne sont pas nécessairement contaminés, mais qui ont accompagné des personnes qui ont eu le Covid ou qui l'ont actuellement, ou qui en sont décédées, et qui aussi J'ai pas le son. et qui justement actuellement accompagnent ces personnes-là qui ont le Covid. Et on n'aimerait pas que ces personnes-là non plus tombent malades, c'est-à-dire d'une surresponsabilisation à la maison, de la manière de tout gérer seul parce que l'autre personne est hospitalisée, ou les craintes, les angoisses que ça peut générer et que ça entraîne d'autres maladies ou d'autres problématiques qui vont resurcharger le milieu de la santé parce qu'on n'accompagne pas ces réalités. C'est donc un public qui me paraît important, un des premiers publics à retenir. Le deuxième que je vous propose, c'est les personnes qui ont déjà une expérience de vie avec la maladie. On sait justement au Centre d'Excellence, on en parle souvent, que la majorité des personnes qui vivent depuis plusieurs années avec la maladie ont acquis des savoirs expérientiels, et notamment dans ce cas-là, des personnes qui ont déjà vécu des crises sanitaires dans le passé, des crises épidémiques, et qui, parce qu'ils avaient un système immunitaire fragilisé, parce qu'ils savent anticiper des enjeux de transparence des professionnels de santé de manière générale, parce qu'on a vécu des choses dans le passé, des crises de confiance, notamment dans la crise du sida, et que de ce fait-là, il y a des personnes, et même des collectifs de personnes, notamment des patients, qui savent, qui ont réfléchi en tout cas, ou qui ont l'expérience de comment on va évoluer l'approvisionnement en médicaments, comment les tensions éthiques associées à la manière dont on va gérer le deuil ou le tri aux soins intensifs, comment ça s'est déjà passé dans le passé, et comment on a appris de ça, et qu'est-ce qu'on doit de ce fait-là de se rappeler de ces différentes crises-là. Ou de manière générale, des gens qui aujourd'hui encore ont un système immunitaire, par exemple, fragilisé, c'est des gens qui savent peut-être qui ont des savoirs assez intéressants à mobiliser pour savoir comment eux gèrent la prévention des maladies infectieuses de manière générale et qui pourraient aider certaines autres personnes actuellement chez elles et avec peu ou pas d'aide médicale ou d'accompagnement, qui pourraient partager ces savoirs-là comme pair à pair pour être capables de nous aider. Le troisième public, c'est les personnes qui sont potentiellement, enfin qui sont élues ou font partie d'associations de patients et qui entendent au quotidien les besoins et les intérêts de personnes qui ont des maladies spécifiques, des pathologies ou des situations, des contextes de santé spécifiques, que ce soit dans le handicap, les maladies rares, les maladies chroniques, etc. Et souvent, ces acteurs-là, ils vont agréger, ils vont être des acteurs centraux pour donner une cartographie d'enjeux qui sont propres à des trajectoires de soins particulières. Et en tant que gestionnaire du milieu de la santé, en tant que pouvoir public actuellement, on a peut-être besoin de ces acteurs-là qui pourraient nous aider à voir le portrait d'enjeux spécifiques à certaines situations de santé. Puis enfin, le quatrième public, c'est les citoyens, parce qu'on va voir plus tard, toutes les questions d'allocation des ressources en santé ne sont pas que des questions techniques, et c'est des questions que je considère, moi, fondamentalement politiques. La manière où la direction, le type de personnes, le type de soins qu'on va favoriser plutôt que d'autres, ce n'est pas nécessairement et uniquement des décisions techniques, mais aussi des questions éthiques et politiques. Donc ça, c'est les quatre premiers publics que je vous propose de considérer. Ensuite, je vous propose de regarder cette situation-là selon trois dimensions particulières qui, pour moi, justifient le fait qu'on devrait mettre en place des pratiques de partenariat, en tout cas, les accompagner, les considérer et peut-être, malgré le fait que ça a l'air contre-intuitif, essayer d'argumenter pourquoi on pense qu'elles sont pertinentes. La première raison, c'est une raison médicale. Les fondements du partenariat patient, notamment dans la vision du modèle de Montréal et celle portée par la DCPP de l'Université de Montréal et du Centre d'Excellence, c'est qu'une décision de santé n'est optimale que si elle mobilise les savoirs issus de la vie avec la maladie du patient et la perspective de ce patient-là. On a beau mobiliser les savoirs biomédicaux les plus avancés, faire de la recherche, etc. On sait très bien, et même du point de vue empirique et scientifique, on sait que les meilleures décisions de santé sont celles qui mobilisent aussi de manière complémentaire, et pas de manière substitutive, mais complémentaire, les savoirs de la vie avec la maladie. Donc, comment prendre actuellement de bonnes décisions médicales si on ne travaille plus dans cette dynamique-là? Pourquoi une vérité, quelque chose qui est vrai en dehors de la période de crise, ne le serait pas pendant cette période de crise, même si c'est plus compliqué, on l'entend. Et on verra après s'il y a des moyens de rendre ça moins complexe. Mais ce qu'on a vu, c'est que si potentiellement on ne prend pas les bonnes décisions médicales actuellement, peut-être qu'en fait on est en train de se surcharger encore plus dans le système. C'est-à-dire que déjà qu'on n'a pas beaucoup de temps, déjà qu'on n'a pas beaucoup de ressources, déjà qu'on a beaucoup de professionnels épuisés, si en plus on ne prend pas peut-être les décisions de santé adéquates, peut-être qu'on est en train encore plus d'alimenter l'urgence et de se retrouver dans des conditions où
on n'a pas pris les décisions optimales. La deuxième dimension que je vous propose de considérer, c'est la dimension stratégique. Donc, pourrions-nous mobiliser l'expérience de ces patients qui ont reçu des soins Covid ou qui sont chez eux pour faire de l'amélioration continue des pratiques de soins ou d'organisation des soins qu'on a mis en place? C'est normal d'agir dans l'urgence et d'avoir pris des décisions de la manière dont on l'a fait. Mais par contre, rien ne nous empêche ensuite, au moins ensuite, si on ne l'a pas fait dès le début, d'ajuster avec les acteurs pertinents, c'est-à-dire davantage une plus grande diversité de professionnels de santé et des patients et des proches et peut-être des citoyens, d'au moins pouvoir revenir sur ces mesures et regarder si on peut les ajuster, s'il y a des moyens de l'améliorer, si avec les nouvelles informations sorties, on ne pourrait pas remettre en question ce qu'on a fait dès le départ. Et si, par exemple, on met pas si on reste dans le surfocus ou la suremphase qu'on a actuellement dans le système de santé sur les patients Covid, est-ce qu'on ne va pas se retrouver justement avec une vague de patients atteints de maladies chroniques qui vont arriver juste après la crise, quand tous les professionnels de la santé seront épuisés, quand on aura des problèmes d'approvisionnement peut-être de matériel médical ou de médicaments, et qui, comme on n'a pas géré les autres patients qui existent déjà actuellement et qui ne sont pas hypothétiques et qui sont là tout de suite pendant la crise et qu'on ne s'en occupe pas, peut-être qu'on va se retrouver aussi juste après la crise avec cette deuxième vague de patients chroniques qu'on n'a pas pu accompagner ou qu'on n'a pas trouvé les moyens d'accompagner et qui vont revenir resurcharger le système de santé dans un moment où il sera relativement affaibli. Et donc, pour les arguments, je voulais juste vous citer 4 ou 5 exemples de savoirs qui, moi, me paraissent totalement utiles et nécessaires à mobiliser actuellement dans la gestion de la crise. Les patients, on en a plein qui sont extrêmement… Je parle par exemple de ceux de la communauté du Centre d'excellence et de la DCPP. Il y en a plein qui ont de l'expérience de la gestion de l'incertitude liée à la santé. Comment on fait pour gérer ses quotidiens quand on ne sait pas ce qui nous attend? Comment va évoluer la maladie? Si on va avoir un traitement adéquat, etc. On en a plein qui ont de l'expérience dans la gestion de l'isolement social. Ceux qui ont eu des graves accidents qui les ont laissés à la maison, ceux qui ont des enjeux de santé mentale. On en a plein qui ont de l'expérience de gestion de la prévention des infections. On en a plein qui ont de l'expérience de crise épidémique, que ce soit la grippe H1N1, le VIH, etc. On en a plusieurs qui ont de l'expérience dans l'accompagnement de leurs proches. Et comme actuellement, on ne peut pas accompagner toutes les personnes parce que les professionnels de santé sont surconcentrés sur certains patients, est-ce que justement, on ne peut pas mobiliser cette capacité et ces savoirs d'accompagnement des proches et d'autres personnes au quotidien? On a aussi des gens dans cette communauté qui ont de l'expérience dans l'accompagnement du deuil. Et aussi des gens qui ont de l'expérience surtout dans l'action collective, dans la coordination d'actions entre personnes pour mener des initiatives, des innovations sociales et des innovations en santé. On a tout ça. On a toutes ces expériences et ces savoirs dont on a absolument besoin en ce moment et que si on se dit on n'a pas le temps de les mobiliser, on n'est pas assez préparé, c'est un peu le chaos, donc on n'ose pas impliquer les patients parce que ce n'est pas encore super organisé, mais c'est le moment de partager l'effort, c'est le moment de mutualiser les savoirs, c'est le moment de mutualiser les ressources qu'on a, l'énergie qu'on a, le temps qu'on a. Sinon, on va se retrouver à épuiser de manière disproportionnée et asymétrique les personnes, justement, qui sont les professionnels de santé qu'on a besoin en ce moment. Et la troisième dimension, et j'aurais fini avec celle-ci, c'est dire la dimension politique. La gestion de la crise, ce n'est pas une science. La gestion des risques, ce n'est pas une science. Quand on doit définir à quel niveau de risque on est prêt à assumer, c'est une question qui, moi, me paraît fondamentalement politique. Quand on doit élaborer les critères de tri en soins intensifs, quand on doit élaborer quelle chimiothérapie va être décalée ou pas, quelle greffe va être donnée ou pas, quelles personnes devraient avoir davantage d'accompagnement que d'autres et qui peuvent être décalées dans leur suivi en santé mentale, on sait que ce sont des questions davantage c'est des choix de société. Est-ce qu'on pense que certains publics sont plus à risque que d'autres et que donc on va les accompagner? C'est souvent des questions qui ne sont pas que scientifiques, pas que techniques, elles sont aussi en même temps scientifiques. Donc je finis avec deux parties, une sur les impacts actuels en France. Vous l'avez vu, je vous ai proposé 4 publics que je pense être pertinents à mobiliser et 3 dimensions qui permettent de justifier pourquoi on devrait potentiellement travailler en partenariat. Ou pour moi, c'est pas potentiellement, je le rajoute pour être politiquement correct, mais pour moi, il n'y a pas de potentiellement. On devrait, pour ne pas s'épuiser à court terme et pas avoir une deuxième vague par la suite, travailler tout de suite de cette manière-là. En France, on a déjà, du fait d'une surconcentration sur les patients Covid et le fait de ne pas travailler avec les autres patients en ce moment, beaucoup d'annulations ou de décalage de chimiothérapie. Imaginez donc des patients qui ont reçu un diagnostic quelques jours ou quelques semaines avant les périodes de confinement. Imaginez l'effet que ça a sur leur anxiété. Le fait de ne pas savoir si leur cancer va être traité à temps, si leur cancer pourrait évoluer d'une manière qui va
diminuer leur possibilité d'être en rémission associée à ça. Il y a beaucoup d'annulations et de décalages d'opérations qui n'ont pas été faites dans les meilleures conditions non plus. Des gens n'ont pas compris vraiment quand est-ce que ça allait avoir lieu, combien de temps ça allait être décalé, si ça avait un impact sur les complications qu'ils allaient avoir, etc. On a aussi, par exemple, une concentration des stocks de chloroquine qui vont être actuellement destinés en priorité aux patients Covid et qui ont le lupus. On a de nombreux patients qui sont arthritiques qui actuellement n'ont plus accès à ces traitements-là. Donc, est-ce que ça, c'est uniquement une question technique et une question scientifique? Le fait de dire qu'on va prioriser maintenant pour la chloroquine les patients Covid par rapport aux patients arthritiques. Et est-ce que ces décisions-là doivent se prendre sans les patients, sans les citoyens en général, mais sans les patients en particulier et sans les associations de patients, ou sans au moins des représentants d'usagers, par exemple? Donc, plusieurs publics qui, certainement, devraient être mobilisés pour avoir des questions aussi complexes. Quand on parle de confinement et de recours aussi en France, par exemple, on observe, on a déjà des chiffres et le gouvernement est en train de s'ajuster sur les mesures au niveau des personnes âgées. On a remarqué un recours vraiment trop systématique à la contention pour les personnes âgées pour forcer le confinement dans les CHSLD, les EHPAD en général. Il y en a beaucoup qui ont eu du mal à appliquer, ils ont eu peur. Il y a beaucoup de gestionnaires de CHSLD, d'EHPAD qui n'ont pas été dans les conditions adéquates. Qu'est-ce que c'est que les adéquates. EHPAD, là? C'est pour ça que j'ai dit CHSLD, c'est à peu près pareil, c'est des établissements pour personnes âgées, avec des personnes qui ont des troubles cognitifs, d'autres des pertes d'autonomie, etc., plus diversifiées. Et donc, on se retrouve encore une fois avec des mesures qui sont difficiles à prendre uniquement aussi du bord des soignants. C'est-à-dire, au-delà de dire il faudrait impliquer les patients, c'est beaucoup de responsabilité et parfois beaucoup de culpabilité pour les professionnels de santé de prendre tout seuls ces décisions-là. J'en cite deux autres. Actuellement, on a 25% de mortalité au Covid chez les patients qui sont dialysés. La région, plusieurs agences régionales se sont réunies aujourd'hui pour voir comment ajuster la trajectoire des patients dialysés, la trajectoire de soins. Et aucun patient dialysé ni aucune association de patients dialysés n'ont été invités à participer à cette discussion-là. Alors qu'ils ont beaucoup de leurs patients dialysés qui leur écrivent au quotidien pour leur dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça a comme impact chez eux au quotidien et comment ils pourraient aider eux-mêmes à faciliter cette réorganisation. Ensuite, juste pour dire que travailler avec les patients de cette manière-là dans le contexte, ça permettrait surtout d'anticiper et de gérer de manière plus efficace comment on peut réorganiser les soins. Au-delà même d'impliquer les patients dans les soins, juste déjà faciliter, impliquer des réalités différentes, c'est-à-dire mobiliser la perspective des autres personnes qui sont impliquées dans cette trajectoire de soins pour qu'ils nous aident à réorganiser la trajectoire de soins de manière qui correspond à leurs propres contraintes et à leur propre réalité également. Donc, pour terminer, là, il me reste 3 points et c'est terminé. Oui, c'est important, si je me fie à ce que vous avez dit dans vos questionnaires, oui, c'est important de respecter les consignes d'Horacio Arruda ou de notre propre Jérôme Salomon en France, notre propre directeur de la santé publique, c'est que rester chez soi et se laver les mains, c'est nécessaire. Oui, c'est nécessaire. C'est la première chose à faire. Mais ils ne nous ont pas dit ça en nous disant que c'était le seul rôle que nous devions jouer pendant cette période de confinement. Ce n'est pas parce qu'on est un professionnel de la santé qu'on est restreint à faire uniquement cela. C'est le minimum que l'on peut faire pour assurer la santé de tout le monde. Par contre, on peut faire des actions complémentaires. On peut se coordonner avec les autres. On peut aller mobiliser en tant que citoyen, en tant que patient, s'organiser entre pairs, faire participer à des lignes d'écoute empathique, de conseils, d'informations qui ne sont pas médicaux, mais qui sont juste pour accompagner d'autres personnes dans ce contexte-là. Je peux vous donner l'exemple de la ligne C en France, qui a été créée par une association de patients et qui a à peu près 100 à 150 appels par jour qui ont commencé depuis à peu près 5 ou 6 jours, où c'est des patients qui appellent pour dire moi j'ai telle ou telle maladie chronique, je pense que ça m'affecte de telle ou telle manière, est-ce que vous avez des informations, oui ou non? Si oui, est-ce que vous pourriez me mettre en lien avec d'autres personnes qui pourraient m'aider à ajuster mes soins, mon organisation des soins au quotidien? Et ça ne remplace pas un appel à l'hôpital, ça ne remplace pas une consultation médicale, mais ça permet de gérer une partie des enjeux qu'on ne veut pas qu'ils se retrouvent dans le système de la santé nécessairement maintenant, ou gérés par des professionnels de la santé maintenant. Ça permet de mutualiser ces efforts-là qu'on a à mener. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est contribuer sur les réseaux sociaux, avec vos proches, etc., à faire de l'éducation populaire sur ce qui se passe actuellement, à améliorer notre compréhension collective et pas uniquement médicale, sur les dimensions aussi politiques, stratégiques, etc., de ce qui se passe. C'est quoi ces choix-là? Comment on doit les prendre? À partir de quelles données? Est-ce que vous avez des sources intéressantes? Vous les partagez pour qu'on s'en capacite mutuellement à prendre soin de nous et de nos proches. Et donc, je conclus. Dans cette période-là, le partenariat, ce n'est pas, comme on dit souvent, la cerise sur le sundae.
ou une espèce de petit plus qu'on peut se permettre, une espèce de luxe qu'on pourrait avoir. C'est le fondement même d'une décision médicale qui serait juste, appropriée et la meilleure. Et c'est aussi le fondement des choix politiques qu'on est en train de faire en ce moment dans un contexte démocratique. Et donc, oui, il faut appliquer le principe de précaution qui nécessite des fois d'agir dans l'urgence de manière verticale, etc. Mais il y a aussi un principe de proportionnalité qui ne remet pas en question le premier et qui veut dire qu'on peut quand même, malgré tout, revenir sur ces mesures avec une plus grande diversité de personnes, les remettre en question, voir les nouvelles informations qui sont sorties, mobiliser des perspectives différentes et des expériences différentes, et voir si on ne peut pas ajuster, améliorer de manière continue ces pratiques-là. Mais je suis quand même optimiste parce que malgré le fait qu'en France, pour l'instant, on n'a quasiment aucun représentant d'usagers qui est mobilisé dans les établissements pour participer à la crise, même si la majorité des associations ne le sont pas, il y a quand même plusieurs patients partenaires qui individuellement le sont. Donc ça montre qu'on a réussi à créer des relations de confiance entre les professionnels et les patients. Et deuxièmement, quand on voit le nombre de participants en ligne actuellement, on peut se dire aussi que c'est autant de personnes, de citoyens, de patients, de proches, de professionnels, qui se posent la question quand même de est-ce qu'on est capable de travailler en partenariat? Oui ou non? Si oui, comment? Avec quels facteurs clés de succès? Et on sait que ça prend encore une fois cette relation de confiance qui est plus difficile à établir dans ces conditions-là. Mais je vous encourage à, au quotidien, essayer de discuter, de vous entourer de personnes qui ne vivent pas la même réalité que vous en tant que professionnel de la santé ou en tant que patient. Vous êtes justement capable de remettre en question et en perspective la manière dont vous faites sens de la crise au quotidien. Je vous remercie pour votre écoute. Un immense, immense merci, vraiment Alexandre, de nous permettre de réfléchir d'une façon encore plus brillante grâce à toi. Vraiment, tu as toujours une façon de présenter les choses là qui aide à effectivement mieux orienter notre façon de mieux prendre en considération les différentes façons dont on peut intervenir. Parce que c'est vrai que souvent, et on l'a vu dans le questionnaire, j'ai oublié de remercier tout le monde d'ailleurs d'avoir répondu. Il y avait beaucoup de questionnements sur, ben oui, mais comment on travaille sur cette matière, entre guillemets, là, le partenariat de soi, c'est bien, on a été capable de commencer un peu à travailler dessus, on le maîtrise un tout petit peu, pas complètement partout. Et puis là, on est dans un système où finalement, ça devient un peu compliqué. Donc là, tu nous aides vraiment à reprendre vraiment le cadre dans lequel ça peut s'inscrire. Et Vincent va nous donner maintenant des exemples très précis de ce qui s'est passé au cours de ces dernières semaines. Je dois avouer vraiment que le Centre d'excellence a travaillé d'une façon absolument remarquable au cours de ces derniers jours avec une capacité d'agilité hors du commun pour répondre à des demandes excessivement diverses et variées, comme vous allez pouvoir l'entendre par ce que va nous partager Vincent. Donc, un immense merci à Vincent malgré ton agenda délirant actuel, là, digne de Madame la Ministre, d'avoir pris ce temps pour partager avec nous ce sur quoi nous travaillons de façon commune ensemble pour faire en sorte que justement le plus possible notre démocratie sanitaire, qui est un mot très français, mais je trouve qu'on peut vraiment utiliser maintenant de façon encore plus prégnante, soit vraiment réelle et fasse en sorte que tout le monde puisse participer à la prise de décision. Merci beaucoup à toi d'abord Alexandre et merci à Vincent de prendre le micro. Merci Marie-Pascale, merci pour cette invitation, puis pour l'organisation de ce webinaire. C'est exceptionnel, vraiment super, que ce soit aussi transcontinental. Je pense que c'est important, on est vraiment à l'ère du partage de connaissances et d'informations. Merci Alexandre aussi pour cette mise en contexte très importante. C'est ces cadres que tu nous as amenés, ces questionnements que tu nous as amenés. C'est sûr qu'on est, moi je nous trouve depuis quelques semaines au Québec au niveau du partenariat patient, puis j'inclus le centre d'excellence, et j'inclus aussi l'unité de soutien à la SRAP, comme on co-dirige avec Antoine Boivin aussi, c'est l'unité provinciale. On a d'une double force de frappe et on fait à peu près la plupart de nos initiatives aux deux noms. Donc, c'est aussi assez intéressant de voir ça aller. J'avoue que j'ai été très surpris de voir vraiment le niveau de sollicitation qu'on a eu depuis à peu près 3 semaines maintenant. Comme le disait un peu Alexandre, pour moi, on rentrait dans un contexte d'urgence et d'intensivité peu propice au partenariat. J'y croyais quand même parce que je suis séropositif, donc j'ai été un activiste SIDA, donc j'ai vécu moi déjà une épidémie. J'avais 17 ans quand ça a commencé, puis j'étais activiste jusqu'à l'âge de 25-26 ans, donc j'étais en plein milieu de la crise SIDA ici à Montréal. Et je savais qu'il y avait des voies de passage, c'était sûr.
fallait juste les trouver, fallait juste voir comment ça pourrait se passer. Et je m'attendais pas à ce que ça se fasse si vite. Alors, je vais vous tracer un peu le portrait de tout ça. Donc, il y a eu deux choses. Il y a eu d'abord, dès d'après le 12 mars, des demandes qui sont rentrées à différents endroits. Puis en même temps, au niveau du centre d'excellence, puis des unités de soutien de la composante, on a commencé à réfléchir à savoir qu'est-ce qu'on mettait en place, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour mobiliser les savoirs patients, puis de quel type de savoir on parlait. Et puis de quel type de partenariat on parlait. Donc rapidement, on a essayé de regarder quel était le contexte du partenariat, comment le partenariat avec les patients et le public allait finalement s'intégrer dans une logique de crise. Et ça a été une réflexion qu'on a démarrée avec toute l'équipe très rapidement. Donc, première chose qu'on a fait techniquement, c'est la création on a créé un comité qu'on appelle on a appelé le comité conseil Covid-19 citoyens partenaires. Puis on s'est posé bien entendu tout de suite cette question de la légitimité des savoirs expérientiels. Donc, quel patient on allait engager là, je vous parle de ça il y a à peu près déjà 2 semaines. Donc, 2 semaines, nous, ici au Québec, on n'avait pas de patients Covid-19. Puis donc, il fallait qu'on démarre avec des savoirs. Donc, on a été chercher finalement exactement comme l'a expliqué Alexandre. Et je pense que c'est une des parties importantes de ce qu'il vient de dire, notamment dans les milieux de soins. Des gens qui étaient effectivement, qui avaient les caractéristiques dont il parlait, l'incertitude liée à la santé, l'isolement social, la question de la prévention des infections. Donc, on a été chercher, on a dans notre réseau de patients, bien entendu, des personnes âgées, des personnes qui ont une expérience déjà effectivement d'isolement par rapport à la maladie. On a été chercher nos patients immunodépressés, donc patients transplantés, séropositifs, comme moi, qu'on a l'habitude d'être dans une logique de prévention des infections. On a été chercher des proches, bien entendu, qui accompagnent eux-mêmes actuellement des personnes âgées. Alors, on a vraiment le premier niveau d'engagement, ça a été ça. Puis, rapidement, on s'est retrouvé avec un groupe, une force de frappe, finalement, qui était capable d'éventuellement de répondre à certaines préoccupations puis certains enjeux assez rapidement. Et en se disant qu'on allait aussi intégrer à un moment ou à un autre des patients Covid-19 qui allaient malheureusement éventuellement être de plus en plus disponibles et donc élargir le groupe. Donc ça a été créé, on a créé ça très très rapidement. On a intégré aussi, bien entendu, comme d'habitude, on ne fait pas uniquement un groupe de patients, on a intégré aussi, Marie-Pascale a participé, nos collègues médecins de famille. Paul Lebel, donc, qui a créé avec moi la direction de collaboration et partenariat patients, donc qui est actuellement très impliqué au niveau de la santé publique, qui a amené le volet santé publique. Donc, puis c'est un groupe qu'on va tranquillement finir par élargir. Donc, on a été beaucoup, encore une fois, dans cette optique de voir effectivement sur quelle base de légitimité on allait pouvoir répondre aux besoins éventuels. Ensuite, on a pris la décision assez rapide aussi de faire ce fameux baromètre dont on vous a présenté les résultats. Donc, se connecter sur notre réseau, entre l'unité de soutien, le centre d'excellence, puis la direction de collaboration et partenariat patient. On a un réseau de près de 250 patients. Donc, on a fait ce sondage, puis qu'on répète pour essayer de voir un petit peu, très rapidement, puis ça, on avait appris ça des gestions de crise d'Ebola et du SRAP, et du SRAS, pardon, qu'effectivement, il y a eu énormément de dommages collatéraux des patients effectivement qui n'ont pas été priorisés pour privilégier la gestion de crise. Et donc, très rapidement, c'était important aussi pour nous de reconnecter sur notre communauté de patients pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui se passait, quelles sont les problématiques qui étaient soulevées. Puis vous avez vu là, toute la question de l'accès aux soins est un problème, l'anticipation de l'accès à la médication est un enjeu aussi. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre de craintes assez importantes de la grande communauté des patients actuellement au Québec sur la façon dont ils vont pouvoir continuer à recevoir des soins. Donc, ce baromètre, on va le continuer, on va l'améliorer au fil du temps pour garder ça, puis éventuellement faire remonter de l'information à plus haut niveau pour donner quelques indicateurs. Ce n'est pas un outil comme d'habitude, on n'est pas dans un outil de revendication, on est dans un outil de rassembler de l'information pour informer éventuellement à plus haut niveau ou des décideurs potentiels. Et puis, comme je vous le disais, rapidement, le téléphone a sonné. Donc, ça a commencé. L'Institut cardiologique a été le premier à appeler sur des questions de télémédecine dès le lundi. Donc, on a été mis en confinement vendredi. Le lundi, il y a eu une brève collaboration, mais très intéressante sur la télémédecine. Actuellement, en télémédecine, on est en train
en fait, ce qu'on devait faire en 2 ans, je pense qu'on va le faire en 3 semaines. On est en train de le faire en 3 semaines. Donc, puis avec la télémédecine, bien entendu, il y a toute une réactualisation du partenariat qui s'installe. Donc, ça donne une base de collaboration très légitime pour rapidement baliser finalement la relation qui s'opère dans ce type de lien virtuel entre des professionnels de la santé et des patients. Donc ça a été une voie de passage facile, rapide et obligée. Au niveau du ministère de la Santé, vous savez, le partenariat patient est très, très lié historiquement avec l'éthique clinique. C'était vrai à la faculté de médecine, on a construit des choses ensemble. Puis c'est vrai aussi sur différents autres terrains de collaboration. Et donc, une des premières initiatives qui a été générée au niveau du ministère de la Santé, c'était de créer une cellule de réflexion en éthique clinique pour adresser un certain nombre de préoccupations. Marie-Ève Boutillier est la personne qui a été nommée pour gérer cette cellule-là. Et puis très rapidement, on a été comme amené sur des questions de fond que ce groupe-là adresse pour à la fois la direction des affaires médicales et la direction qualité et éthique du ministère de la Santé. Et donc là, et c'est là où finalement on s'est dit, sur certaines questions comme les questions de triage, par exemple, de priorisation, on sait que c'est très important, très délicat aussi, que ce soit au niveau des soins intensifs, que ce soit au niveau de l'urgence, etc. Peut-être qu'il serait intéressant d'avoir des patients puis des proches qui puissent éventuellement donner un certain nombre d'éclairages. Donc, on a expérimenté ça depuis 2 semaines avec effectivement avec la démonstration d'une valeur ajoutée très claire, d'une perspective qui finalement permet de s'assurer, encore une fois, de trouver les voies de passage et puis d'équilibrer je dirais, le processus de débat ou d'équilibrer le processus de négociation autour de qu'est-ce qu'on va pouvoir éventuellement faire dans des situations critiques d'urgence si on en est à gérer des questions de rareté, etc. Et bien entendu, on a su par exemple cette semaine que la Miss McCann a dit que sur un des documents qui a été produit que effectivement le fait qu'il y ait des patients, ça a été pour elle ça la rassurait que le fait qu'il y ait eu une représentation patient qui réfléchit à ces questions-là. Donc on voit bien, on a constaté la valeur ajoutée. On aura l'occasion de revenir parce qu'on est je suis en train d'analyser pas mal justement, quelle est la perspective que les patients ont amenée. Et puis en même temps, c'est sûr que ça permet une véritable processus de concertation et de collaboration autour d'enjeux extrêmement importants. Donc, les questions de triage, on parle actuellement, il y a toute une question aussi au niveau de la conversation sur les niveaux de soins qui est très intéressant, très important, très pertinent. Et puis, éventuellement aussi, là, on est en train d'éventuellement de regarder une réflexion aussi sur les fameuses sur la question des patients non Covid, j'aime pas les appeler comme ça, mais disons les patients qui ne sont pas atteints de Covid, mais les patients atteints de maladies chroniques qui effectivement actuellement ont de la difficulté à accéder à un certain nombre de services. Donc, c'est des réflexions aussi éthiques qui se posent à travers ça et qui pourraient éventuellement être un petit peu plus formalisées en termes de principes, etc. Donc, c'est le type de sujet sur lequel il y a une réflexion actuellement au ministère de la Santé. J'admire le travail des gens du ministère. Là, c'est extrêmement proactif, très, très libre, très bien fait. L'INES est en soutien. Donc, l'INES arrive avec toute sa force de frappe en termes de capacité de proposer des meilleures pratiques, des guidelines, etc. Puis, des groupes d'éthiciens, d'intensivistes, de patients, d'urgentistes qui travaillent ensemble sur ces fameux documents et qui poussent ça vers les décideurs. Donc, bref, vraiment le mécanisme, une belle collaboration transversale au niveau du ministère aussi. Donc, bref, un mécanisme qui fonctionne extrêmement bien et qui, encore une fois, fait la démonstration que oui, effectivement, la perspective des patients, des patients qui sont eux-mêmes des citoyens ou des proches, a une valeur ajoutée très importante. On a aussi aidé, par exemple, on a contribué, on a eu une belle proposition de collaboration au CHUM dès vendredi, parce que le CHUM est devenu jeudi dernier, un établissement Covid, ce qui n'était pas le cas au départ, pour gérer les malades atteints par le Covid-19. Et puis, sous la leadership de Marie-Pascale et de quelques personnes dans l'équipe, Fabrice Brunet a demandé qu'on construise un document justement qu'on pourra certainement partager, je pense que c'est faisable, sur comment finalement le partenariat s'inscrit dans une logique de crise. Donc, comment gérer les relations entre les patients et leurs proches quand les patients sont isolés, comment gérer les relations entre les proches et les professionnels de la santé, les patients et les professionnels de la santé,
aux différents niveaux de la trajectoire de vie d'un patient atteint par le Covid. Donc, il y a eu un document qui a été travaillé au niveau du centre d'excellence avec des patients et des professionnels pour construire cette proposition-là. Moi, je trouve que le résultat est incroyable. Et puis, c'est en train d'être appliqué actuellement au CHUM, puis ça a déjà circulé au niveau du ministère, puis dans d'autres établissements. Donc, on a pris prendre un peu des initiatives sur certains éléments. Et effectivement, le partenariat de soins est un outil extrêmement qui peut amener des clés actuellement dans la gestion de problématiques collaboratives en situation d'urgence. Et effectivement, les patients partenaires, les proches partenaires, en collaboration avec les professionnels de la santé, peuvent ensemble amener des solutions extrêmement rapidement. On a construit le document en même pas 24 heures, amener des solutions extrêmement concrètes qui vont être applicables très rapidement. Donc, on n'est pas dans du concept, on est vraiment dans l'application, dans la traduction, je dirais, de la réponse à des défis extrêmement rapidement. Donc, ça, c'est un autre exemple. Et puis là, depuis effectivement hier, s'ouvre donc je salue l'initiative de Rémi Quirion, notre scientifique en chef, et de Carole Jabel, la directrice scientifique du Fonds de recherche québécois en santé. Donc, l'annonce a été faite hier de la création d'un réseau québécois de recherche sur le Covid pour essayer de faciliter l'orchestration. Il y a un communiqué, on pourra vous faire parvenir, orchestrer un peu l'ensemble des initiatives actuellement en place au Québec, puis éventuellement aussi voir où il y a des endroits où il y aurait besoin de recherche, puis il n'y en a pas actuellement. Hein. Donc, on s'imagine bien dans un contexte comme celui-là, certainement, il va y avoir beaucoup de recherches naturellement biomédicales, qui est extrêmement nécessaire, mais on voit bien qu'il y a d'autres types de problématiques. Donc, un réseau qui va pouvoir avoir une vision assez large. Et dès le départ, et ça c'est vraiment incroyable, j'avoue que j'en reviens toujours pas, on a eu la rencontre de lancement ce matin avec mes autres co-leaders, et donc la perspective patient a été tout de suite intégrée dans le patient citoyen populationnel, a été tout de suite intégré dans la logique du réseau pour s'assurer. Et j'étais aussi extrêmement content de voir que mes deux collègues ce matin appuyaient ça énormément en disant on a besoin dans la logique de recherche de rester collé aussi sur la réalité. On a besoin d'avoir la perspective des patients et des citoyens pour savoir si on est bien aligné, si on priorise les bonnes choses, si on adresse les besoins de façon systémique, de façon large, qu'on ne prenne pas juste un biais ou un axe. Et donc, je pense que c'était ça l'idée un petit peu autour de la création de ce réseau et le fait que moi, je puisse participer à ça. Donc, la commande, ça va être maintenant de mettre en place les mécanismes de collaboration avec les patients et les proches et les citoyens autour de ce réseau-là, à fur et à mesure qui va se développer dans les prochains jours et les prochaines semaines. Et puis, encore une fois, un autre terrain d'expérimentation pour voir effectivement jusqu'à quel point un réseau de recherche, finalement, qui s'actualise et se développe dans une situation de crise, peut en plus bénéficier d'un certain soundboard ou d'un certain, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, d'une certaine sagesse, conseil, intégration de la perspective populationnelle pour s'assurer qu'effectivement on ait une vue très large et très intégrée. Donc encore une fois, une autre réflexion, qui s'engage et un autre terrain propice au partenariat dans une situation de crise. Donc pour finir, on est en train de faire clairement la démonstration en même pas 3 semaines qu'il y a une valeur ajoutée très claire. Et comme le disait Alexandre, en fait, qu'on ne peut pas faire sans ça. Je reprends juste le document du CHUM. J'imagine juste ce document-là, sans la participation des patients, son applicabilité aurait été certainement très différente. Alors, je ne vais pas juger à quel point elle aurait été différente ou d'efficacité, on n'a pas fait de recherche là-dessus, mais en tout cas, ce qui est très clair, c'est qu'on est capable de voir que ça va faciliter actuellement l'applicabilité des principes qui sont là parce qu'il a été co-construit. Puis c'est la même chose sur des enjeux et des questions extrêmement importantes sociétales actuellement, auxquelles le ministère de la Santé fait face par rapport à la gestion de la crise. Alors, encore une fois, je pense qu'au Québec, on ouvre ces espaces-là. On ne comprend pas très bien exactement comment tout ça fonctionne. Il y a beaucoup de travail à faire, de réflexion autour de ça. Mais ce qu'on peut dire, c'est que oui, ça fonctionne. Oui, il y a une valeur ajoutée. Et oui, certainement, cette implication ou cet engagement est sine qua non pour éviter soit d'être en aveugle sur certains angles de compréhension, soit éventuellement d'avoir des problèmes d'applicabilité plus tard.
ou alors de ne pas forcément, je dirais, comprendre exactement la nature des phénomènes auxquels on fait face parce qu'on ne peut pas les prendre par juste une seule lorgnette et que la lorgnette des gens qui vivent avec la maladie. Puis encore une fois, on va amener maintenant, on commence dès la semaine prochaine à amener à intégrer des patients Covid-19 dans nos groupes de réflexion et à constituer une force de frappe des patients qui sont en train de sortir des Covid-19 pour extrêmement encore aller comprendre comment on va mobiliser maintenant ce savoir-là en alliance avec les savoirs des patients qui eux-mêmes vivent la crise Covid-19 sans forcément être atteints par la maladie, mais en subissent les dommages collatéraux et les conséquences. Donc, alors c'est toute cette expérience-là qui est en train de se passer. Ce qui est intéressant, puis je finirai là-dessus, c'est qu'on retrouve les mêmes mécanismes que moi, je me rappelle dans la période SIDA des années 80, c'est-à-dire beaucoup d'échanges sur des questions scientifiques, mais comme on n'en a pas beaucoup d'échanges expérientiels qui circulent de partout, qui circulent provenant des citoyens, provenant des patients, provenant des influenceurs, des différents types de scientifiques. Donc, on est dans un espèce de grand partenariat d'échange d'informations, de perspectives, d'un grand débat partenarial. Ces contextes-là ne sont pas des contextes propices au cloisonnement. C'est complètement le contraire. Alors qu'on pourrait penser, c'est des contextes totalement complètement adéquats et qui simulent le partage, le décloisonnement et le partage d'informations, comme on l'avait vu durant l'épidémie SIDA dans les années 80. Alors, merci. Un immense merci à Vincent, encore une fois, là, de nous avoir partagé d'une façon aussi limpide ce qui s'est vraiment réalisé en si peu de temps. C'est très impressionnant, en tous les cas, en 15 jours. Et puis, comme je le disais initialement, c'est vraiment le leadership que tu as et ta position dans le système maintenant depuis plusieurs années qui a vraiment payé pour être capable de pouvoir identifier tout de suite aussi quelqu'un qui était capable de reprendre la balle au bond et puis d'arriver avec des choses excessivement concrètes pour être capable d'être mise en place dans le réseau de la santé. Il y avait un article récemment là, qui disait qu'en France, on essayait de pousser les murs, surtout pour mettre les patients qui avaient besoin de ventilateurs. Mais là, c'est vraiment pousser les murs du système de santé pour faire en sorte qu'ils soient vraiment complètement poreux à notre société et puis évidemment à l'ensemble des personnes qui sont directement impactées, c'est-à-dire vous et moi. Là, je pense qu'il n'y a pas une personne qui ne l'est pas et qu'on ne soit pas exclus de la conversation. Donc, c'est vraiment important. Il y a pas mal de questions qui se baladent sur le fil. Il y a Cécile qui fait la veille des questions. Je vais peut-être lui passer le micro pour qu'on puisse échanger avec vous. Oui, merci Marie-Pascale. Il y a quelques questions qui sont passées, effectivement. C'est un peu difficile à suivre, j'avoue, mais j'en avais aussi récupéré via le sondage. Donc, il y avait aussi quelques questions que je vais donner pour des personnes qui avaient demandé à l'avance. Je vais en lancer quelques-unes. J'avais une question qui était: quel profil de patient partenaire est recherché dans cette période et comment facilitez-vous les consultations à distance? Et une autre, ce serait: est-ce que les stratégies de recrutement de patients du CPPP s'appliquent différemment avec cette crise? Et pour le développement d'innovations en technologie médicale en mode agile pour se préparer à la prochaine pandémie. Donc, je quitte à midi, donc si ça te va, Alexandre, je vais juste prendre le lead là-dessus. Donc, au niveau encore une fois, du choix des patients qu'on a fait au départ, on a repris on a repris la même approche que ce qu'on a pris. C'est qu'on a cherché, comme le disait très bien Alexandre aussi, quels sont les patients qui ont déjà vécu des choses que les patients Covid-19 sont en train de vivre ou leurs proches. Donc, comme on avait, encore une fois, donc c'est ça la logique. Donc, encore une fois, je le répète, les critères que Alexandre a énumérés très bien: l'incertitude liée à la santé, l'isolement social, la prévention des infections, avoir vécu déjà une crise épidémique, comme on a pu le faire au niveau du VIH, une expérience d'accompagnement de proches, etc. Donc, c'est vraiment cet élément-là, parce qu'on a, c'est vraiment cette voie de passage-là, et on a effectivement actualisé les mêmes. On est reparti des mêmes principes, hein, encore une fois, pour qu'on puisse s'asseoir sur des savoirs expérientiels, je dirais, qui font du sens, puis qui sont légitimes.
Donc, on est parti avec le même instinct. Alors, on change pas, dans notre cas, en tout cas, on ne change pas une formule gagnante. On n'a pas été dans les processus de mobilisation citoyen encore. On n'a pas réfléchi à ça. C'est des choses sur lesquelles on est moins expérimenté, puis on n'a pas la prétention de l'être. Je pense qu'il y a des questions aussi qu'il va falloir se poser en termes de représentation culturelle. Je voyais dans les fils tout à l'heure de passage au niveau de la réalité des populations autochtones actuellement, notamment la réalité des populations défavorisées. On voit très bien qu'il y a un enjeu majeur pour les gens qui habitent dans la rue. Bref, donc il y a différents types de perspectives qu'on n'a pas encore réussi à intégrer, mais bien entendu, on va trouver des moyens pour le faire. Je voulais juste compléter avec le fait que, en général, en gros, hein, pour faire rapide la formation de 8 heures sur le recrutement du centre d'excellence, c'est que d'abord, on vérifie en général que les personnes sont des patients partenaires de soins. Et de ce fait-là, voulant dire surtout, le plus important, c'est que c'est des gens qui sont capables d'être constructifs, d'être pas dans le jugement de l'autre et de comprendre qu'on est dans le même bateau et qu'on essaye vraiment d'être dans une logique d'amélioration. Donc, le premier critère, il reste celui-ci, c'est que dans une période d'incertitude où il y a beaucoup de pression sur les professionnels, le premier critère qu'on a besoin, c'est des gens qui vont être capables de ne pas rajouter de la pression, de la moralisation au sein des cellules de travail. On a besoin des personnes qui vont être compréhensives du contexte dans lequel les autres travaillent. Et c'est beaucoup plus difficile des fois dans ces contextes-là parce qu'il y a des gestes peut-être des fois encore plus inadéquats, encore plus provoquants pour soi. Et donc, ça demande effectivement une dimension constructive encore plus importante peut-être que d'habitude. Mais le deuxième niveau de recrutement qu'on a en général au centre d'excellence, qui est celui d'aller identifier des compétences pertinentes pour le contexte d'engagement des personnes, bah là, ça dépend si c'est les patients qui vont accompagner d'autres dans le soin. Par exemple, les gens qui vont accompagner les personnes à gérer leur anxiété associée à l'évolution du Covid à la maison sans soutien médical et qui vont devoir les aider à savoir comment un petit peu arbitrer ça au quotidien, à savoir pas prendre les traitements qui sont donnés sur Internet et puis prendre la première chose qui vient par là, comment développer un rapport critique aux savoirs qui vont être partagés sur les forums, etc., sans ne pas du tout accéder à ça. Donc, il y a un accompagnement dans le soin, un accompagnement dans la vie avec la maladie qui va demander des compétences particulières. Et après, les patients partenaires qui sont par contre impliqués dans les contextes qu'a mentionné Vincent, là, ça va être autre chose parce qu'ils vont se retrouver sur des comités organisationnels au niveau ministère pour traiter de questions politiques, éthiques, économiques, etc. Et là, ça va demander d'aller chercher d'autres compétences. Par contre, on respecte la même grille de lecture du recrutement habituellement dans le modèle de Montréal, qui est des gens partenaires qui sont capables de travailler en partenariat et pas dans le conflit, mais dans une conflictualité qui est saine et constructive, et à la fois des compétences qui sont adaptées au contexte d'engagement, donc soins ou organisation des soins, à un niveau plus ou moins stratégique. Imaginez 2 minutes, parce que ça, c'est vraiment important. Par exemple, il faut toujours s'imaginer dans quel contexte ces patients, là, on s'est beaucoup posé la question les derniers jours. Imaginons qu'on est avec des patients, disons que des patients vont être impliqués sur les questions de triage, par exemple, priorité au triage. Si ça se fait, possiblement que ces patients-là vont pouvoir être eux-mêmes éventuellement concernés par des critères sur lesquels ils vont discuter. Donc, toute la question autour de la distance, la capacité de distance, la capacité d'être habitué. Donc, c'est sûr que quand on a des patients qui ont déjà réfléchi sur des questions comme l'aide médicale à mourir, sur les soins palliatifs, sur les niveaux de soins, puis qui ont déjà été, qui connaissent déjà ces ambiances-là, c'est sûr que c'est très, très aidant parce qu'on sait que si on les met dans des situations, parce qu'on a une responsabilité, même moi-même, personnellement, il y a beaucoup de discussions dans les 2 dernières semaines qui m'ont beaucoup touché. Donc, il faut absolument avoir des personnes qui vont être suffisamment solides pour pouvoir aussi faire face des fois à des discussions comme de ce type-là où la distance entre ce qu'on discute et ce qui va s'appliquer éventuellement sur des situations individuelles est très très fine dans un contexte comme celui-là. Donc il y a comme une précaution, hein, alors il y a plusieurs niveaux de précaution. Il y a une précaution pour les patients et les proches, il y a une précaution dans la discussion, il faut respecter la discussion, puis dans la discussion, il faut respecter le fait que toutes les opinions de tout le monde est très importante là-dedans, même si des fois elles peuvent être très différentes, des positionnements qui peuvent être très différents au départ. Mais en bout de ligne, ce que je peux vous dire, c'est que quand c'est bien fait, dans tous les cas, ça a toujours extrêmement bien convergé. Alors, je suis obligé de vous laisser. Merci beaucoup, Marie-Pascale. Merci beaucoup à vous tous d'avoir participé. Puis au plaisir de pouvoir éventuellement collaborer dans le futur. Au revoir. Merci beaucoup, beaucoup, Vincent. Ça a été exceptionnel. Vraiment, on a tous adoré et c'était un moment privilégié qu'on a passé tous ensemble. Vraiment, c'est du fond du cœur. Je relais les 100 et quelques personnes qui sont les uns après les autres en Zoom. C'est vraiment spectaculaire.
Donc, bonne continuité là dans ta journée qui risque d'être encore excessivement chargée. Et merci pour tout, hein.